Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, l'émission économique de Télé Grenoble, le mensuel rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Une émission spéciale, vous le voyez, en extérieur, pour mettre en lumière un territoire, celui de la CAPI, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. Au total, presque 115 000 habitants, répartis sur 22 communes autour de Satolas, Saint-Quentin-Fallavier et Bourgoin. C'est le deuxième pôle d'emploi en Isère et c'est le premier territoire de France en matière de logistique. Avec moi pour lancer cette émission, Patrick Nicole Williams, bonjour. Bonjour Christophe Lavie. Vous êtes le vice-président chargé de l'économie sur ce territoire de la CAPI, un territoire qui économiquement donne le tournis en matière de chiffres. Oui, c'est vrai que nous jouissons d'une situation géographique exceptionnelle sur l'axe Lyon-Grenoble-Chambéry. Vous l'avez dit, c'est le deuxième pôle économique de l'Isère. Nous avons une activité économique qui est répartie sur 2000 hectares de foncier économique, organisée autour d'une quarantaine de zones d'activité. Voilà, ce sont 6500 établissements avec des fers de lance en activité, historiquement la logistique, mais pas que. Il y a aussi aujourd'hui la construction durable, il y a l'industrie pharmaceutique. Et voilà, et c'est aujourd'hui effectivement 53 000 emplois sur notre territoire. Un pôle d'emploi important. Vous évoquiez le nombre d'entreprises qui sont installées ici. Certains grands groupes mondiaux sont basés ici sur la CAPI. Oui, on a des entreprises emblématiques, mais vous allez en recevoir quelques-unes tout à l'heure. C'est un territoire qui a une chance extraordinaire parce qu'aujourd'hui, c'est un territoire sur lequel on a plus d'emplois que d'actifs. On est sur une moyenne de 48 emplois pour 100 habitants, alors que la moyenne nationale est aux alentours de 40. Et puis, voilà, je pense que tous ces atouts font qu'on a un taux de croissance qui est de l'ordre presque 13% sur ces 5 dernières années. Un territoire où il fait bon vivre également. Le président de la CAPI, Jean Papadopoulos, sera avec nous en fin d'émission pour évoquer ce territoire, ces 22 communes qui composent ici ce territoire. Merci beaucoup, monsieur le vice-président, d'avoir été avec nous. Je vous propose de rejoindre nos premiers invités en plateau. Un plateau qui est installé au Médian, ici à Saint-Quentin-Fallavier, pour cette émission spéciale d'Alpes Décideurs consacrée à l'économie de la CAPI. Avec moi pour nous accompagner, Benjamin Calbeau. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Benjamin, vous êtes directeur corporate de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous serez mon complice sur cette émission. Nouveau directeur corporate. Ça veut dire quoi? Quel est votre métier? Alors, quelques mots sur mon parcours, puisque je viens d'arriver dans cette très belle région Rhône-Alpes. J'arrive de la région Centre-Val de Loire, où j'étais directeur du réseau territorial qui comprenait donc des marchés entreprises, le marché des collectivités, du logement social, des bailleurs, ainsi que de l'économie sociale. Ça m'a permis d'avoir une vision vraiment globale des interactions entre ces marchés. Et depuis le 1er avril, ce n'était pas un poisson, mais je suis arrivé donc en tant que directeur du marché corporate. Alors le marché corporate en région Rhône-Alpes, c'est 7 centres d'affaires, 70 collaborateurs. Pourquoi? Parce que dans l'ADN des caisses d'épargne, c'est d'être au cœur de nos territoires, au cœur de nos dirigeants. Et je dois dire qu'entre Saint-Quentin-Fallavier ou Annecy, ce n'est pas les mêmes problématiques. Et on va voir, de par la richesse du tissu industriel et des interventions que nous allons avoir, il faut avoir cette expérience et cette connaissance pour répondre aux problématiques de demain, qui sont nombreuses, la décarbonation, on pourra en citer tout au long de cette matinée. Eh bien, je compte sur votre sagacité et votre curiosité pour m'aider à interviewer nos invités, des chefs d'entreprise de ce fameux territoire de la CAPI, de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, entre la métropole de Lyon et la métropole de Grenoble, idéalement située, le vice-président nous le disait, près de 7000, 6500 établissements pour irriguer cette économie locale, notamment des grands groupes. On peut citer Valeo, Vicat, dont on parlera dans un instant, Radial, Martinet, dont on reparlera également, et Sky Pharma. Bonjour Aline. Bonjour. Aline Moulin, directeur du développement pharmaceutique chez Sky Pharma, qui est installé à Saint-Quentin-Fallavier, et Roland Flores. Bonjour. Vous êtes, vous, le fondateur d'Aginor, qui est installé à Villefontaine, une entreprise
très discrète, un peu secrète, mais on va comprendre dans un instant pourquoi. Avant cela, on va découvrir Sky Pharma, une société essentielle à l'heure où l'on parle tant de souveraineté pharmaceutique, de relocalisation de médicaments essentiels. Vous êtes, chez Sky Pharma, des sous-traitants de l'industrie pharmaceutique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous travaillons pour des grands groupes ou pour des sociétés un petit peu plus petites. Donc nous, notre croissance est basée, on va dire, sur 3 axes. Donc le développement et la fabrication de médicaments avec une spécialité sur les formes orales complexes, c'est-à-dire avec de la libération prolongée, libération contrôlée. Également l'innovation avec 4 programmes en cours en collaboration avec des universités. Et puis on a aussi notre Sky Hub, donc qui est un outil unique d'accompagnement à l'industrialisation du biomédicament. Alors, on reviendra évidemment sur tout ça, mais que je comprenne bien, parce que l'activité est quand même très, très pointue. En fait, vous fournissez aux industries pharmaceutiques une cinquantaine de clients de par le monde. Vous leur fournissez des solutions de développement. Vous les accompagnez. Tout à fait. Donc, ça peut être aussi bien directement de l'industrialisation ou bien notre client arrive avec une molécule, une cible en termes de libération. Et donc, on fait tout de A à Z, c'est-à-dire voilà, de la conception de la formulation jusqu'au produit fini, la boîte de médicaments avec son blister à l'intérieur. Voilà. Alors, je le disais, une activité essentielle à l'époque où on parle tant de relocalisation de cette industrie. Oui, alors tout à fait. D'ailleurs, on est complètement là-dedans, dans le sens où nous avons été sélectionnés donc par l'État français dans le cadre du plan France 2030. Donc, on s'est engagé à produire donc 12 médicaments jugés stratégiques et essentiels. Et parmi ceux-là, il y en a certains qui sont des produits oncologiques, donc pour le traitement du cancer. Et nous sommes en train de construire une zone spécifique sur notre site de 400 mètres carrés pour cela. Voilà. Je le disais, une cinquantaine de clients dans le monde. Tout à fait. Donc on travaille vraiment pour l'Europe, les États-Unis, un petit peu pour l'Asie aussi. Donc je dirais voilà, monde entier, pas de segment particulier. Alors Sky Pharma, une entreprise qui a triplé son chiffre d'affaires en 8 ans. Le chiffre d'affaires, c'est en moyenne une trentaine de millions d'euros. C'est ça. Oui, pour 2024, la cible. Combien de collaborateurs? Alors, quelques chiffres clés. Donc on est 200 collaborateurs, un quart en développement, donc ce qui n'est pas classique pour un sous-traitant, c'est beaucoup. Donc une 30 à 40 personnes sur le développement. On a 22 000 mètres carrés de locaux de production, et surtout ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a aussi une réserve foncière importante, donc 65 000 mètres carrés, ce qui nous permet d'avoir des projets d'envergure, donc du type Sky Hub. Voilà. Ici, sur la zone d'activité de Chêne à Saint-Quentin-Fallavier, vous vous positionnez clairement comme un centre d'excellence et d'innovation, l'innovation qui a marqué les investissements ces dernières années. Oui, donc on a à peu près eu 30 millions d'investissements depuis 2016, donc depuis la reprise du site par l'équipe dirigeante actuelle, sous la houlette de David Lécuyer. Donc on a eu une première zone de développement, ensuite une zone spécifique sur des hormones non sexuelles, donc ça pour de la production de médicaments finis, le Sky Hub bien entendu, et puis donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, une zone de développement et de fabrication spécifique pour des molécules type oncologie. Alors en décembre dernier, en décembre 2023, vous avez inauguré la plus grande usine européenne exclusivement dédiée aux médicaments issus du microbiote intestinal. Expliquez-moi en quoi cette unité est particulièrement unique et puis qu'est-ce qu'elle y fait? Alors du coup, le Sky Hub, qu'est-ce que c'est? Donc je vous ai dit, c'est un modèle d'accompagnement à l'industrialisation du biomédicament. Donc concrètement, c'est une usine, une unité de production GMP, c'est-à-dire qu'on peut faire du pharma à l'intérieur, associé à une expertise en développement et en industrialisation, également une expertise en libération pharmaceutique, et le tout avec la possibilité pour la biotech, qui va être partenaire, qui va travailler avec nous, de garder la pleine maîtrise de la propriété intellectuelle associée à son procédé de fabrication. Donc du coup, un premier Sky Hub a été inauguré, comme vous le disiez, donc fin d'année dernière, avec MaaT Pharma. Donc c'est une entreprise de Lyon, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc qui ont gardé leurs locaux, certains de leurs locaux donc sur Gerland, et donc ils sont venus s'installer sur notre site. Donc voilà, nous avons un beau partenariat, et l'idée c'est qu'on en ait d'autres. Voilà, nous avons l'ambition d'en avoir d'autres et d'en construire, on va dire d'ici quelques années, 3 ou 4 autres. Et l'ambition, c'est vraiment de devenir un acteur
structurant pour structurer la filière des biotechnologies, donc ici localement et plus généralement en France et en Europe. Donc que je comprenne bien ce partenariat avec MaaT Pharma, c'est bien cette entreprise de la pharmaceutique qui va venir ici à Saint-Quentin-Fallavier développer ces fameux médicaments du microbiote intestinal. Oui, c'est ça. Donc eux, ils gardent la pleine maîtrise de leurs procédés, c'est leurs produits, et nous, on les accompagne sur la partie industrialisation, développement, libération pharmaceutique, jusqu'aux produits finis. Voilà. Exceptionnelle, effectivement, entreprise ici sur ce territoire de l'Acapie. Alors vous me le disiez, évidemment, il y a encore de la réserve foncière autour de chez vous pour imaginer l'avenir avec d'autres usines identiques qui pourraient venir pour être mises à disposition d'autres entreprises. C'est ça, sur le même modèle ou sur des modèles un petit peu différents. Voilà, on est agile, on s'adapte aux besoins. Donc déjà 2 nouvelles zones en préparation, c'est ça ? Alors oui, donc la zone HNS, donc ça c'est quelque chose qui est en place depuis pour les 2 ans maintenant. Non sexuelles, hein. Exactement, hormones non sexuelles. Et notre donc zone de développement spécifique, alors dans le jargon c'est molécules à manipuler avec précaution particulière. Donc ça veut dire que ce sont des molécules qui ont une telle activité qu'il ne faut pas les mélanger avec les autres. Et donc là, la livraison de cette zone est prévue pour septembre de cette année. Merci pour toutes ces explications. Alors, Sky Pharma est installé ici en Isère depuis 1996, je crois. Ce territoire de l'Acapie, quels en sont ses atouts pour vous ? Alors pour nous, c'est très simple. C'est entre Lyon et Grenoble avec, je dirais, un écosystème vraiment très intéressant pour nous en termes de présence de biotech, d'industrie, mais aussi des écoles, des universités. Et puis il y a la localisation aussi à côté de l'aéroport qui est fondamentale, puisqu'on reçoit nos clients, on reçoit des marchandises et puis on en expédie également. Voilà. Merci infiniment. Merci d'être venu nous présenter Sky Pharma. Je suis sûr que vous avez vous aussi découvert cette entreprise. Merci infiniment, Aline. Roland Flores, président d'Aginor à Villefontaine, installé à Villefontaine, une société, je le disais, très discrète. Et pour cause, vous travaillez dans le monde de la joaillerie. C'est exact. Nous avons, avec mon associé, créé cette société en septembre 2022. Cyril Cotel, on peut le citer. Cyril Cotel, tout à fait, qui ne pourra pas se joindre à nous pour l'interview d'aujourd'hui, mais qui pourra se joindre à nous après coup. Cyril Cotel lui-même est maître joaillier, autrement dit, ça fait une 30aine d'années qu'il œuvre en tant que salarié fabricant, chez les fabricants, les façonniers, on va dire, au niveau donc, de la joaillerie de luxe. Donc on est positionné en tant que fabricant sur des grandes marques de la place Vendôme, comme on dit. Et moi-même, pour faire très court, je suis ingénieur de formation, industriel depuis toujours ou presque, un peu plus dans le secteur de la mécanique. Et la joaillerie, en fait, c'est le subtil mélange entre le luxe et la petite mécanique. Et donc depuis quelques années, j'œuvre dans ce domaine-là également, et donc depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, dans le cadre de la société Aginor. Oui, c'est une société qui est toute récente, septembre 2022. Vous vous êtes rencontré avec Cyril, je crois, à Villeurbanne, Chez notre ancien employeur, qui est toujours d'ailleurs un fabricant, parmi les principaux fabricants. Il faut savoir que tous ces fabricants pour des maisons joaillières ne sont pas connus ou très peu connus, parce qu'en fait, on ne distribue pas nos propres produits, on ne crée pas non plus de collection, ce qui fait qu'on intervient un peu comme si on était des sous-traitants des grandes maisons, et les grandes maisons n'ont pas non plus envie spécialement de communiquer sur leurs propres sous-traitants qui ne sont pas des sociétés en interne. Donc fabricant de bijoux, vous nous le disiez, pour des grandes maisons de la place Vendôme à Paris, 2 clients principaux, on ne va pas donner leur nom. L'objectif, c'est d'en convaincre un 3e, un 4e ? Un 3e, un 4e. Les choses se font au fur et à mesure. Il ne faut pas précipiter les choses. Nous-mêmes, on doit prendre patience parce qu'on aimerait bien aller plus vite. On pourra revenir évidemment sur le développement de la société. On va y venir. On a eu un premier client effectivement de la maison joaillière qui nous a fait confiance dès le printemps 2023. Donc on démarrait, ça faisait même pas 6 mois qu'on existait, quelque chose comme ça. On travaille avec eux donc de façon régulière et de façon en tant que partenaire de cette maison-là. Évidemment, chaque maison a plusieurs partenaires et puis les partenaires ont leurs propres spécificités. J'y reviendrai aussi concernant Aginor. Et en général, les maisons joaillières ont tout intérêt à double sourcer leur fabrication de leur collection, ce qui est assez logique. Ce n'est pas tellement d'un point de vue compétitivité coût, c'est plutôt d'un point de vue sécurisation des approvisionnements.
Alors, Aginor, je le disais, une maison assez récente, une société assez récente, mais déjà un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. L'objectif, c'est évidemment la croissance, vous nous l'avez dit. L'objectif 2026, c'est d'atteindre les 5 millions d'euros. Une PME qui emploie combien de personnes? Une trentaine? On est 36 salariés aujourd'hui. On a démarré avec une cohorte, on va dire, de 5 personnes dans le cadre d'une formation aidée par France Travail. Et donc alors je vais y revenir un instant, mais pour rester sur la partie croissance des effectifs, on est donc aujourd'hui avec une intégration à peu près chaque 3 mois d'à peu près 5 personnes. Et donc ce sont j'y viens maintenant peut-être. Je vais vous interroger dessus simplement en termes de chiffres. L'objectif d'ici 2029, c'est d'atteindre les 200 personnes. C'est ça. C'est ça. En fait, on est à Villefontaine. J'y reviendrai dans le cadre de la raison pour laquelle on y est, parce que c'est essentiellement une raison sociale dans le bon sens du terme, employabilité. J'y reviendrai. En termes de nombre de personnes, on vise 200 personnes, ce qui nous paraît une taille pas trop grande, on va dire, pour que l'entreprise reste à gestion humaine. On n'est pas une usine, et même quand on sera 200, on ne sera pas une usine, même si je viens du monde de l'usine dans d'autres secteurs d'activité, c'est pas péjoratif pour autant, mais on est dans un contexte où on est à la fois artisan et à la fois industriel. Alors précisément, parlons de recrutement, parce que je rencontre dans cette émission beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent avoir des difficultés à recruter. Dans votre secteur d'activité, c'est vrai aussi, parce que les écoles produisent assez peu de jeunes diplômés, et vous avez eu ces derniers mois une politique de recrutement assez étonnante. En fait, on a constitué, on va dire, le projet ou l'avant-projet qui allait devenir Aginor en partant du postulat suivant. Il nous faudrait peut-être presque 10 fois plus de personnes diplômées de CAP, parce que pour l'essentiel, ce sont des lycées des métiers, avec donc la qualification CAP qui permettent de former des bijoutiers, joailliers, polisseurs, sertisseurs. C'est les différents options, on va dire, de ces formations-là. Donc le constat, c'est qu'on n'a pas assez de personnes qui sont formées. Donc les fabricants, les principaux fabricants, n'ont pas attendu qu'Aginor prenne l'initiative d'eux. Ça fait déjà quelques années qu'ils embauchent des opérateurs. Donc ce sont des personnes qui sont généralement des demandeurs d'emploi. La particularité, c'est que ce sont des personnes donc, qui ne connaissent pas le secteur de la bijouterie, ou en tout cas pas l'envers du décor, le bel envers des décors de la bijouterie. Et donc en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas du tout suivi la formation. Avec la difficulté, dans ce cas-là, qu'il faut former en interne ces personnes-là. Donc souvent, ce que nos confrères, néanmoins concurrents, ont fait, et ne serait-ce que notre ancien employeur à mon associé et moi-même, c'est de compléter des poules, on va dire, des phases de recrutement en embauchant quelques opérateurs, voilà, plus pour complément, avec la volonté principale de pouvoir recruter des bijoutiers qualifiés. Nous, la particularité qu'on a faite, et le choix qu'on a fait délibérément, c'est de sortir de Lyon pour déjà ne plus être en compétition directe d'un point de vue ressources humaines avec nos confrères qui sont tous dans Lyon ou en proche couronne de Lyon. Donc délibérément, on a choisi un bassin d'emploi qui ne soit pas ni celui de Lyon-Villeurbanne, ni non plus un bassin d'emploi trop proche. Donc c'est pour ça qu'on a s'éloigné un petit peu. Alors je reviendrai sur le recrutement, mais d'où votre installation, votre choix d'installation ici sur la Capille, c'est bien ça. Tout à fait. Alors, avant de faire le choix de Villefontaine, on a regardé évidemment pas mal d'autres secteurs, puisqu'on était basé sur Lyon auparavant. Et effectivement, l'avantage de Villefontaine, c'est que c'est pas le même bassin d'emploi, et d'ailleurs c'est un bassin d'emploi qui plutôt tire les employés plutôt vers l'est de Villefontaine, et donc il y a encore moins de risque de cannibalisation, on va dire, avec nos confrères lyonnais. Alors j'en reviens à cette campagne de recrutement. Du coup, vous avez proposé de recruter des personnes plutôt éloignées de l'emploi et qui ne connaissaient pas votre métier. Tout à fait. Alors, on n'est pas parti sur une mission sociale, pour casser un peu le mythe. On est parti sur le fait de vouloir recruter des personnes donc, qui n'étaient pas qualifiées, donc des personnes de tous horizons. Et effectivement, on a des personnes de tous horizons, des personnes qui, donc en général, enfin, la quasi-totalité de ces personnes-là étaient déjà demandeuses d'emploi avant de rentrer dans le process de recrutement. Ce n'est pas tout à fait l'exhaustivité non plus. Et donc des personnes qui étaient demandeuses d'emploi depuis un temps plus ou moins long, et donc parmi elles, effectivement, des personnes éloignées de l'emploi. La particularité donc, de notre process de recrutement, c'est le fait qu'on ne recrute quasiment que des personnes comme ça, à la différence de nos confrères qui recrutent plutôt par exception des opérateurs. Alors,
c'est de moins en moins vrai parce qu'au fur et à mesure, tout le monde prend les bonnes pratiques des petits copains. Et donc, au fur et à mesure, ce qui était un petit peu innovant, ou très innovant il y a encore 1 an et demi en arrière ou 2 ans en arrière, devient presque un modèle de fonctionnement pour l'ensemble de nos confrères. D'où l'intérêt d'être le premier. Alors après, l'avantage qu'on a, c'est qu'en venant à Villefontaine, on n'a aucun confrère concurrent. Et la particularité qu'on a mise en œuvre chez Aginor et qui aussi commence à faire des émules, c'est qu'on recrute sans CV. Donc ce n'est pas seulement des personnes qui viennent de différents horizons. Sur le savoir-être, donc, essentiellement. Sur le savoir-être, avec, en complément, parce que malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde non plus, avec une phase d'exercice diligentée par France Travail, qui sont des exercices d'aptitude essentiellement manuels. Ce sont ainsi combien? Une trentaine de collaborateurs qui ont été recrutés? Tout à fait, sur les 36 actuels. Alors, on évoquait évidemment la croissance de l'entreprise. Alors, vous avez, je crois, emménagé tout récemment dans des nouveaux locaux à Villefontaine. Ça vous a permis de doubler, plus que doubler même, de doubler la capacité de production. Mais je vois que vous êtes passé de 450 mètres carrés à 2600 mètres carrés. Oui, donc ça fait même x6. Vous prévoyez une sacrée croissance même. Après, je vous rassure, on n'a pas doublé ou sextuplé les effectifs au moment du déménagement il y a 3 mois. Le choix qu'on a fait, c'était déjà de démarrer, donc il y a bientôt 2 ans, dans le cadre d'un petit entrepôt, d'un petit local qu'on a aménagé sur nos besoins spécifiques pour pouvoir ne serait-ce que déjà démarrer l'activité, nous faire connaître et ça a évidemment fonctionné. L'objectif de démarrage, c'était sous 18 mois d'emménager dans ce grand bâtiment et ça a été le cas. Bon, alors il faut dire qu'il y a eu une levée de fonds qui a été réalisée l'an dernier en 2023, 700 000 € qui vous ont permis d'anticiper ce développement. Une deuxième levée de fonds est prévue cette année en 2024, notamment pour investir, ce sera ma dernière question, dans une fonderie d'art. C'est exact. Qu'est-ce ? Donc, dans un bijoutier joaillier fabricant, disons, complet, n'a pas uniquement que les compétences artisanales qui correspondent évidemment aux compétences historiques dont on a besoin et dont les maisons joaillières ont besoin. On a également besoin d'un certain nombre de process, et notamment le process de formation, on va dire, du métal, formation pour qu'il ait la forme finale avec tout le travail manuel qui est à faire en aval. Et donc en amont, on a le process de fonderie. Alors, ce n'est pas exclusivement le seul process, mais c'est un process qui est très important. Et puis, accessoirement, c'est le process qui existe depuis le début de la bijouterie, il y a 5000 ans. La fonderie d'art, donc c'est une fonderie. Alors, il y a des fonderies d'art avec des grands volumes, comme on peut imaginer, le cuivre, le bronze, ce genre de choses-là. Nous, on est dans le petit, pour ne pas dire le très petit, puisqu'on est sur les bijoux portés par ces dames ou ces messieurs aussi, des fois. Donc, en fait, c'est une fonderie à cire perdue. Donc, on crée le bijou en cire avec différents moyens, notamment une impression avec une imprimante 3D. À partir de ce moment-là, on crée un moule à usage unique. C'est un moule en plâtre, simplement, qui vient donc épouser tout autour de la forme des différents bijoux, parce que les bijoux en cire, on en met plusieurs. Et ensuite, le process suivant, c'est d'enlever la cire pour que le moule, pour qu'en négatif, on ait les différents bijoux. Et ensuite, on coule l'or en fusion. Donc, c'est un alliage d'or à 18 carats. On coule l'or en fusion qui va venir prendre les différentes cavités du moule à usage unique. Et derrière, on enlève le plâtre et donc on se retrouve avec les bijoux en or. Bon, on imagine évidemment, comme c'est une fonderie d'art, que c'est hyper précis, hyper méticuleux et que ce type d'équipement doit nécessiter des investissements très lourds. Tout à fait. Donc c'est une fonderie d'ailleurs qu'on va démarrer en 2 temps. Une fonderie qui va démarrer avec des équipements d'une capacité suffisante pour démarrer et faire on va dire quelques centaines de bijoux par mois. Et puis dans le cadre de notre croissance, dans le cadre effectivement de la levée de fonds que l'on va faire d'ici la fin de cette année, ça nous permettra, si ce n'est pas en 2025, ce sera en 2026, de pouvoir compléter avec des moyens plus capacitaires. Aginor, cette exceptionnelle entreprise ici basée à Villefontaine sur la Capille, qui fait du coup des bagues, j'imagine, des colliers. Des bagues, des colliers, des bracelets et des boucles d'oreilles. Bravo, exceptionnel. L'industrie du luxe, l'industrie de la pharmaceutique, ce sont les 2 premiers exemples qu'on a choisi de vous présenter ici sur ce territoire de la Capille. Quelle richesse! C'est justement, ça illustre très très bien cet écosystème qui est très dynamique. Ce que je trouve intéressant quand on investit, parce que vous avez dit, c'est des investissements très très lourds, importants. Donc ce qui est bien, c'est du coup, on mixe le bas de bilan, donc c'est de l'investissement, on va dire classique, et du financement classique, et puis des fonds. Et on a en région ici un très très bel écosystème, et ça permet d'accélérer. 200 salariés, vous nous annoncez très prochainement. Donc du coup, ces fonds, elles apportent des fonds, sans mauvais jeu de mots, mais également tout ce qui va être une analyse du pilotage derrière, de la structuration qui va permettre à ces entreprises d'être pérennes dans le temps et de ne pas avoir de crise de croissance.
Merci beaucoup, merci Aline, merci Roland d'être venu nous présenter vos entreprises, des pépites absolument exceptionnelles. Autre pépite de la CAPI, un géant mondial dont l'histoire est indissociable de notre département de l'Isère et dont le siège est précisément à l'île d'Abo. C'est Vicat, le cimentier français est né à Grenoble au début du 19e siècle avec l'invention de Louis Vicat qui a mis au point le ciment moderne. En 2 siècles, le groupe a multiplié les innovations, notamment pour inventer les ciments du futur, pour s'inscrire aussi dans cette construction durable en réduisant son impact sur l'environnement. Et le patron du groupe Vicat, Guy Sidos, nous a reçus à l'île d'Abo. Guy Sidos, merci beaucoup de nous recevoir ici à l'île d'Abo, au siège du groupe des ciments Vicat, un groupe bien connu évidemment ici en Isère, un géant mondial du ciment, des granulats, du béton, dernier cimentier français indépendant qui vient de franchir la barre des 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui, alors je préfère premier cimentier parce que nous sommes le dernier cimentier français indépendant. Effectivement, dans notre géographie qui regroupe 12 pays, nous avons atteint l'année dernière 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Résultat de l'effort de nos 10 000 collaboratrices et collaborateurs dans cette géographie, dans ces 12 pays, et des efforts d'investissement du groupe dans notre métier principal qui est le ciment et dans nos métiers que sont également le béton prêt à l'emploi, le granulat et puis d'autres activités qui supportent ces activités principales. Alors on va revenir sur certaines de ces activités, en particulier sur les efforts d'innovation, parce que l'innovation est évidemment dans l'ADN du groupe Vicat depuis le début, depuis le 19e siècle. Et depuis l'invention du ciment moderne par le Vicat, il y a plus de 2 siècles maintenant. D'ailleurs, son nom est sur la Tour Eiffel, qui commémore cette belle invention. Et il a également inventé quelque chose qu'on qualifierait d'open source aujourd'hui, parce qu'il a décidé de donner son invention à la collectivité. Depuis, je le disais, Vicat a grandi, présent, vous l'avez dit, dans le monde entier. D'ailleurs, l'essentiel de l'activité se fait à l'international, 65%. On se rapproche des 3/4 maintenant, avec notre récent développement au Brésil. Et avant cela, c'était l'Inde. Donc ce sont des pays dits émergents, où la demande est très forte et qui portent la croissance du groupe. Alors ici, à l'île d'Abo, on a le siège social, on a le centre de recherche et R&D également en partie. Et moi, ça me fait rêver, vous allez nous dire les ciments du futur. Oui, alors les ciments du futur doivent être décarbonés. Donc pour les décarboner, on a un certain nombre de leviers. Levier en usine, je vais donner un exemple, on défossilise. Pour fabriquer le ciment, il faut chauffer. Et pour chauffer, eh bien, nous utilisions des combustibles fossiles, notamment du charbon. On aura, d'ici moins de 5 ans, complètement éliminé en France l'usage des combustibles fossiles. Et nous utilisons à la place la fraction énergétique des déchets des métropoles qu'on alimente en ciment. Donc on imagine très bien la circularité de ce changement du processus industriel. Vous avez insisté pour que l'activité, le siège social de l'entreprise revienne ici en Isère. Il a longtemps été à La Défense, à Paris. Vous avez tout réimplanté ici à l'île d'Abo. Cette implantation locale, elle est essentielle. Après le Covid, j'ai décidé de réimplanter notre siège social en Nord-Isère, là où le groupe était né. Et c'est un retour aux sources et on y est très bien. Alors en particulier ici à l'île d'Abo, dans cette fameuse CAPI, quels sont les atouts de ce territoire? Ce territoire est un carrefour qui est très connecté. Nous avons la route, nous avons le rail, nous avons l'avion. Ceci rend très centrale l'île d'Abo et la CAPI. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'une entreprise prospère. Et Vicat, depuis, a poursuivi sa croissance. Et ce qui nous a permis d'avoir l'année dernière la meilleure année qu'on ait jamais faite et d'être sur une trajectoire qui est très positive pour le futur. Merci de nous avoir accueillis ici à l'île d'Abo. Merci. Voilà, retour au Médian à Saint-Quentin-Fallavier pour ce numéro spécial d'Alpes Décideurs consacré à ce territoire de la CAPI, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. Au total, presque 115 000 habitants sur 22 communes. Le deuxième pôle d'emploi en Isère et le premier territoire de France en matière de logistique. À mes côtés, Benjamin Calbeau qui voulait réagir sur cette exceptionnelle réussite qu'est Vicat, indissociable de l'histoire de l'Isère.
On voit bien les enjeux de transition environnementale et sociale et de décarbonation, comme l'illustrait M. Silos. Nous aussi, on apprend très modestement et on a développé tout ce qui est une expertise au niveau en embauchant un ingénieur en ENR, qui n'était absolument pas un banquier pour accompagner nos clients. Et on voit également maintenant, on a un banquier conseil ENR parce que c'est complexe. Donc soit on a l'expertise en interne, soit on noue des partenariats avec des experts. Et en tant que tiers de confiance, cette sélection nous permet de répondre à ces enjeux de décarbonation parce que je pense que soit les sociétés demain seront décarbonées ou ne seront pas. On reparlera de cette transition dans un instant avec Pierre Charvin et Frédéric Stenzi. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Pierre Charvin, le fondateur des Transports Charvin, et Frédéric Stenzi, directeur général des Transports Charvin. On va découvrir votre entreprise dans un instant. On accueille également Franck Laurent. Bonjour, merci d'être avec nous, directeur général de Matisec, qui est installé à Vaux-Milieu. Matisec, ce sont 50 ans, un demi-siècle d'expérience dans un domaine très particulier. Vous êtes spécialisé dans la fabrication d'équipements de protection pour les interventions de sécurité en milieu hostile. Traduction. Bonjour, merci. Oui, effectivement, hasard de calendrier, on fête nos 50 ans aujourd'hui et on est d'ailleurs en porte ouverte. Et on remercie quand même l'invitation. Oui, la fabrication, et vous dites fabrication, mais d'abord c'est la conception, le développement, la certification et la fabrication d'appareils, d'équipements de protection individuelle contre les risques les plus importants, les risques dits mortels, donc des EPI de catégorie 3. Les équipements d'intervention, de protection d'intervention, les EPI. Voilà, des équipements de protection individuelle, puisqu'on assure la protection de l'homme et de l'individu et non pas des protections collectives. Vous êtes spécialisé sur 3 types de produits qu'on comprenne bien, pour faire simple. Les appareils respiratoires, isolants, filtrants, donc les masques, pour faire simple. Oui, donc on a 3 domaines d'activité principaux. Les appareils respiratoires isolants qui protègent principalement les services incendie et secours, les voies respiratoires. On a, et c'est la jeunesse de Matisec, les scaphandres de protection chimique qui là vont protéger l'ensemble du corps des personnes et non pas que les voies respiratoires. Et le fait que Matisec se soit implanté il y a 50 ans dans la région, c'était pas forcément avec les atouts que j'entends depuis le début au niveau de l'attractivité, mais c'était plus par la position des activités périphériques de la pétrochimie dans le bassin de Grenoble, Lyon et plus au sud le bassin de Berre. Parce qu'évidemment, vos clients, on peut citer quelques clients. Donc on a évidemment EDF, on a l'industrie du nucléaire, on a les pompiers, le GIGN, j'ai vu aussi. Oui, nos clients sont les utilisateurs, enfin les personnes qui ont besoin de se protéger contre les plus gros risques. Donc effectivement, partout où le risque industriel est présent, que ce soit dans le risque civil pour la chimie, la pétrochimie, dans le risque nucléaire contre les poussières radioactives. Donc là, effectivement, on travaille avec les grands donneurs d'ordre du nucléaire, EDF, Orano, les CEA, et bien sûr les services d'intervention et secours. Et là, c'est des services départementaux ou des services pour les sociétés privées. Alors vous accompagnez aussi, on a vu, conception, fabrication de ces équipements et puis l'entretien aussi, la maintenance. Oui, puisque la législation fait que ces équipements de protection individuelle doivent être contrôlés une fois par an. Et on a bien évidemment des partenaires ou des clients qui assurent leur propre maintenance suivant les parcs d'appareils respiratoires qu'ils peuvent avoir. Mais on a depuis toutes ces années développé notre propre service maintenance avec la possibilité d'intervenir dans les centrales nucléaires, chez les clients ou ici sur le site de production de Vaux-Milieu. Alors Matisec était d'abord installé à Saint-Alban-de-Roche, effectivement, vous l'avez dit, vous êtes arrivé ici à Vaux-Milieu en 2020 où vous avez transféré le nouveau siège social de l'entreprise. Oui, c'était une décision nécessaire par rapport à la croissance de Matisec,
par rapport aux besoins logistiques, de place, par rapport aux besoins de production, puisque on venait d'être reconduit pour la deuxième fois sur le marché des appareils respiratoires de la Marine nationale. Et donc, il était nécessaire qu'on puisse s'agrandir et permettre à notre production de se développer. Aujourd'hui, le site, c'est 7000 m² à peu près, afin de doubler la capacité de production, de renforcer la logistique. Quelques chiffres, plus de 200 collaborateurs ? Oui, plus de 200 collaborateurs, 80 personnes en France et 110 personnes en Tunisie et au Portugal, puisqu'on a aussi 2 autres sites de production propres délocalisés. 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour assurer la maintenance sur la partie, en tout cas France, de nos équipements, 3 agences, 2 dans les ports militaires de Brest et de Toulon, et une agence plus localisée dans le sud-ouest à Orthez. Alors, je vais vous poser la question de la R&D, mais je vois que vous êtes venu avec un équipement. Alors, montrez-moi ce que c'est. Oui, donc je suis venu avec un équipement. Ah ben voilà, on voit concrètement ce que vous fabriquez. À la demande de votre président. Concrètement, voilà, pour faire simple, ça ressemble à un appareil de plongée. C'est un appareil respiratoire avec un dosseret de portage, et puis j'ai pas amené bien sûr la bouteille d'air comprimé. Mais ça explique aussi le positionnement de Matisec dans un bassin industriel important, parce que un appareil respiratoire, c'est composé d'une multitude de pièces qui font appel à différents corps de métier et expertise. L'injection plastique, j'entendais même pour la bijouterie, la mécanique de précision, l'injection élastomérique et le textile technique. Et le textile technique, en plus d'avoir la faveur de nos clients en proximité par rapport à la pétrochimie, le textile technique, c'est aussi la base de la conception de nos scaphandres de protection chimique. Et la région Nord-Isère, mais plus globalement la région Rhône-Alpes-Auvergne, est quand même dans ce domaine du textile technique fourni en expertise. Bon, ça nous invite à évidemment avoir 2-3 précisions sur la R&D, la recherche et le développement. C'est quoi, 3% du chiffre d'affaires investi chaque année dans la R&D ? Oui, c'est 3% du chiffre d'affaires, c'est 12 personnes, puisqu'on doit être expert dans les 3 corps de métier, le respiratoire, le chimique et le nucléaire. Donc ça nous demande des expertises en conception, en matériaux, en architecture et sur l'actualité faisant foi, également on a un gros développement maintenant sur la partie protection NRBC, qui veut dire risque biologique, chimique, et on travaille de plus en plus avec les 3 armées françaises sur la protection, notamment en cas d'attaque chimique. Matisec installé en Isère, le saviez-vous, ici sur ce territoire de la CAPI. Merci infiniment Franck Laurent d'être venu nous présenter votre entreprise et votre activité. Et puis ce territoire de la CAPI abrite aussi une autre entreprise que chacun connaît parfaitement, une marque qui jouit d'une exceptionnelle notoriété. Le groupe Martinet, qui met sur le marché chaque année 80 000 tonnes de salades préparées. Pour son emblématique patron Pierre Martinet, tout est parti en 1968 d'une petite charcuterie dans l'Ain, des salades de museau qui étaient vendues sur les marchés en proximité. Et depuis, son empire regroupe plus de 700 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros. Récemment, le groupe Martinet a investi plus de 15 millions d'euros ici sur son site de Saint-Quentin-Fallavier pour créer de nouvelles lignes de production, pour continuer à imaginer de nouvelles recettes, toujours autour de son fameux slogan. Pierre Martinet nous a reçus dans son bureau, un véritable musée d'une histoire exceptionnelle. Pierre Martinet, merci de nous recevoir ici à Saint-Quentin-Fallavier, au siège du groupe Martinet. Pierre Martinet, qui êtes-vous ? Je suis Pierre Martinet, le traiteur intraitable, parfaitement intraitable. Ce slogan, il marque l'histoire de l'entreprise. Il fête ses 30 ans. Oui, 30 ans que nous avons créé ce slogan, que donc on a mis dans la télévision depuis tous les ans, depuis 30 ans. Ce slogan, vous êtes bien déterminé à le conserver et à le travailler encore. Nous sommes bien sûr déterminés à le conserver, mais aussi c'est sur la qualité. Et là, on a un service qualité qui emploie plus de 60 personnes, c'est-à-dire que sur 700 personnes que nous employons, c'est quand même
pourcentage qui est très important. Oui, parce que Martinet, il est intraitable sur la qualité. Alors, on est ici sur le site de Saint-Quentin. Il y a plusieurs autres usines dans le groupe. Ici, à Saint-Quentin, quels sont les chiffres les plus importants? Ils sont impressionnants. Ah ben, les chiffres les plus importants, c'est une usine d'une capacité de 45 000 tonnes, où chaque ligne fait 4 000 barquettes à l'heure. Nous faisons plus de 60% de la quantité du marché de taboulé qui se fait en France, ce qui est énorme. Oui, les chiffres, je le disais, font tourner la tête. Quel effet ça vous fait, à vous qui avez commencé à 14 ans, apprenti dans l'Ain, je crois? Non, pas dans l'Ain, c'était dans le Jura. Mais ensuite, j'avais repris une boucherie-charcuterie à Jugerieux. Et de la boucherie-charcuterie de Jugerieux, je suis venu à Villeurbanne et ensuite venu ici sur le site de Saint-Quentin-Falavier. Quel effet ça vous fait quand vous retournez sur ce parcours? Ben, c'est une grande fierté, hein, c'est une grande fierté. Et aussi, tous les gens que j'ai pu accueillir, les jeunes, etc., j'en ai qui sont là depuis le début, quasiment. Et j'ai une personne qui a plus de 40 ans qui est chez nous. Donc c'est assez impressionnant. Vous évoquiez tout à l'heure les équipes qui ont en charge la qualité. Évoquons celles qui ont en charge l'innovation, parce qu'évidemment, votre travail, c'est aussi d'inventer de nouvelles recettes. Il faut être en phase avec le marché qui évolue considérablement. C'est surtout des salades sources de protéines, sources de fibres, c'est-à-dire qui correspondent tout à fait à la nouvelle génération qui est plus flexitarien. Un dernier mot sur ce territoire sur lequel vous êtes installé maintenant depuis des décennies, sur ce territoire de la Capie. Si je suis venu ici depuis Villeurbanne, c'est parce qu'il y avait déjà une station d'épuration. Donc, quand j'étais à Villeurbanne, j'avais des problèmes de traitement d'eau. Et donc, c'est le point le plus important qui m'a amené ici. Ensuite, c'est la proximité de Lyon, et puis la proximité de la gare aussi de Saint-Quentin-Falavier, ou pour amener le personnel. Donc, cette proximité étant très importante. Et puis là, aujourd'hui, eh bien, il y a un réseau d'autoroutes qui nous emmène à la même distance quasiment de Milan que de Paris, et donc un réseau routier et autoroutier qui est vraiment très, très intéressant. Merci infiniment, Pierre Martinet, de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et le groupe Martinet s'apprête à vivre une nouvelle étape de son histoire, puisque Pierre Martinet est en négociation exclusive avec le groupe LDC pour céder son entreprise. Mais à 77 ans, le traiteur sera intraitable avec cet esprit familial qu'il vient de développer devant nous et qui devra perdurer au sein de son entreprise. Nous a rejoint sur le plateau Jean Papadopoulou. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Christophe. Président de la CAPI, de cette communauté d'agglomération porte de l'Isère. On le voit, un territoire qui est riche de très très nombreuses entreprises, des grands groupes, on l'a vu, mais aussi beaucoup de TPE, de PME. C'est une des caractéristiques de notre intercommunalité pour laquelle je suis vraiment très fier d'être président, parce que en fait finalement on accueille un panel presque complètement exhaustif de taille d'entreprises. On a vu des grands groupes internationaux, des groupes plus locaux. On s'occupe aussi de production et de travaux qui sont complètement différents. Donc on recouvre un panel sans que finalement il ait une activité, une spécificité absolue sur l'intercommunalité, même si certaines émargent à un niveau plus élevé que d'autres. Et notamment la logistique, dont on va parler dans un instant. 6 400 établissements au total, 53 000 emplois sur ce territoire de la Capie. Et c'est le premier territoire en France en matière de logistique. Je suis donc très heureux d'accueillir Pierre Charvin et Frédéric Stenzi. Avec vous, on va parler des transports Charvin. Votre métier, Pierre, c'est la logistique et la distribution. Et le transport, qui est évidemment le navire amiral. Alors, le micro doit marcher, allez-y. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui avec Frédéric. Merci Christophe. Alors, moi, j'ai créé Charvin Transport en 2005 et la logistique en 2007. On était 3 quand on a démarré. Aujourd'hui, il y a plusieurs étapes. Charvin a toujours été profitable. En 2011, il y a un banquier qui a voulu rentrer dans le capital. BNP. Voilà. On peut le dire. Bon. qui m'a servi de levier pour tout ce qui est appel d'offres, etc., pour sécuriser les appels d'offres. Gage de confiance. Gage de confiance, tout à fait. Profitable dès le début parce que vous avez misé dès le début sur des grands clients, des grands comptes. Tout à fait. Alors après, il faut les acquérir, il y a des appels d'offres, etc. Au fil du temps, on est devenu le premier transporteur des Galeries Lafayette, de Fnac Darty, de Bosch Siemens, beaucoup spécialisés dans les grands comptes, effectivement, et puis dans la grande distribution.
Après, la logistique est venue se greffer. Donc, 2011, donc BNP Dev. En 2015, construction d'un bâtiment de 18 000 m² sur Saint-Quentin. D'ailleurs, la CAPI m'a beaucoup aidé pour acquérir le terrain, etc. 2016, j'ai été approché aussi par un autre transporteur qui a voulu, Charvin étant toujours profitable, le groupe BBL, qui a voulu me reprendre en 2016. J'ai saisi l'occasion. Voilà, vous avez intégré le groupe BBL, qui est un leader mondial. Un leader aujourd'hui, BBL, si on peut parler de BBL, c'est presque un petit milliard de chiffre d'affaires, c'est implanté dans 27 pays. Le siège social est à Saint-Quentin-Fallavier, d'ailleurs dans le bâtiment Coslog. Donc votre activité, que chacun comprenne bien, le transport et la logistique, ça veut dire que vous transportez de la marchandise et que vous aidez à la stocker. Bien sûr, on a plusieurs métiers. Il y a la zone, alors on a plusieurs métiers. On a d'abord la zone longue. On fait beaucoup de nationales, beaucoup de distribution régionale. On a à peu près tous les jours une soixantaine de véhicules qui tournent en petits camions, petits camions. On travaille beaucoup aussi le dernier kilomètre. On a donc toujours ces grands comptes. Frédéric vient de rentrer Cultura récemment. Ça complète encore, c'est une grande enseigne. Alors en 2016, effectivement, donc j'ai rejoint le groupe BBL. Je devais rester 2 ans, puis en fin de compte, j'y suis resté 6 ans. Et c'est un plaisir de voir un grand groupe comme ça. Et Frédéric a pris la succession. Ça fait bientôt 2 ans, bientôt 3. Et maintenant, aujourd'hui, je fais la passation avec Frédéric pour les grands comptes. Voilà. Alors Frédéric, précisément, ce groupe, quelques chiffres clés, nombre de collaborateurs, chiffre d'affaires. Merci de nous accueillir. Alors c'est vrai que Pierre a déjà beaucoup parlé. C'est un personnage que tout le monde connaît ici. Et passer derrière un personnage comme Pierre Charvin, c'est toujours, on en est fier. Et donc, effectivement, je vais essayer de continuer la success story de Pierre Charvin au sein du groupe BBL. Charvin, en quelques chiffres, c'est 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, transport plus logistique. C'est 110 personnes avec un site à Saint-Quentin-Fallavier et un site à Tournan-en-Brie dans le 77, sur lequel effectivement on s'appuie pour la distribution parisienne, beaucoup d'électroménagers, de tout ce qu'on dit dans le métier le blanc, puisque comme l'a dit Pierre, on est un des leaders aujourd'hui. Alors en Rhône-Alpes c'est certain, et en France je pense qu'on est dans les 2 ou 3 plus gros distributeurs d'électroménagers, de produits sensibles, de la petite cafetière jusqu'au lave-linge ou sèche-linge. Donc, oui, il y a cette spécialisation dans les produits que vous appelez les produits sensibles. Produits sensibles, produits blancs, ça c'est l'ADN de Pierre. Moi, ça fait 4 ans que je suis effectivement à la tête de cette entreprise. Moi, j'avais d'autres ADN dans ma vie. Le groupe BBL est venu me chercher pour prendre la suite de Pierre, de ce monument du transport local, et cet ADN du blanc qui m'a donc transmis, donc ce qui est un vrai plaisir. On évoquait les PME et les TPE avec le président Papadopoulos. Il faut dire que vous travaillez aussi avec de très nombreux sous-traitants. Bien sûr, aujourd'hui... Alors, dans notre périmètre, c'est 150 personnes à peu près, et tous les jours, c'est 300 sous-traitants qui travaillent pour nous au quotidien. Et ça, disons, en moins de 20 ans à peu près, ça a été fait. On a pensé aussi à la transition écologique. En 2015, on a été le premier transporteur pratiquement à mettre des camions au gaz. C'était la nouvelle technologie qui arrivait. On en a mis chez Botanique, 3 véhicules. Après, on en a parlé avec Intermarché, on en a mis 7-8 oui. Chez Intermarché, toujours au gaz. Et après, Fred, l'évolution d'énergie changeante. L'évolution changeante et poursuivre un petit peu toutes les formes de décarbonisation. Et ben, on est parti sur l'électrique. Et là, on a signé un contrat de 5 ans avec Lidl. Donc, il faut savoir que notre petite entité Charvin, aujourd'hui, a le 2e camion électrique en France pour Lidl. Il y en a un à Paris et il y en a un à Lyon. Et on livre tous les jours, 6 jours sur 7, l'ensemble des Lidl de toute la région lyonnaise. Et tout notre matériel, aujourd'hui, on a mis des cuves B100, c'est-à-dire on roule aujourd'hui au colza. Voilà, effectivement, pour suivre aussi entre le gaz de Pierre Charvin, l'électricité d'aujourd'hui, il y a une petite transition sur lequel j'ai décidé de choisir ce carburant green, le B100, avec la mise en place d'une cuve au début de 25 000 litres et aujourd'hui de 50 000 litres. Et tous les moteurs du groupe Charvin sont équipés de B100, donc on est à 95% décarboné. La transition aussi en matière de logistique, et notamment sur certains entrepôts, notamment le dernier entrepôt que vous avez réceptionné et dans lequel une partie de l'activité est hébergée. Alors aujourd'hui, effectivement, Charvin Logistique s'est développé fortement depuis ces dernières années.
depuis la création de l'entreprise par Pierre, puisqu'aujourd'hui on a 4 sites en région Rhône-Alpes, donc Saint-Quentin-Falavier, pour 100 000 m², dont le dernier créé il y a quelques mois, en cours de commercialisation client. Donc je vous invite, chers prospects et chers clients, à ne pas hésiter à nous consulter, puisque c'est aujourd'hui la cible, c'est de continuer à commercialiser ce bâtiment, donc qui est un bâtiment dernière génération, absolument green, exceptionnel au niveau qualité de la prestation. 45 000 m², 45 000 13 mètres de haut. Et combien de portes? 71, ouais, je crois. 71 portes. Alors ça m'invite à évoquer aussi cette question du foncier. La logistique demande du foncier, des terrains importants. On est là à un tournant sur cette question-là. La logistique va évoluer aussi sur ce point-là. Effectivement, on est sur un tournant. Bon, depuis quelques mois, malheureusement, on subit une petite crise, notamment sur le bassin de Saint-Quentin-Falavier, puisqu'il y a beaucoup d'entrepôts aujourd'hui avec des capacités, comme chez nous. Tout le monde a réduit ses appros. Les conteneurs de Chine ont été réduits, des économies dans tous les sens. Donc aujourd'hui, il y a de la capacité, mais on commence à sentir depuis quelques semaines une reprise. Parce qu'effectivement, la marchandise qui ne se vend pas dans des entrepôts, malgré tout, les conteneurs et l'import de Chine arrivent et il va bien falloir les stocker quelque part. Donc on sent une reprise tout douce de la partie logistique. Donc le foncier, aujourd'hui, nous, on a ce qu'il faut pour le moment, mais demain, on va continuer notre croissance. Sur la zone, c'est ça, c'est à vous, des décideurs. Il faudra recréer des m² supplémentaires pour l'avenir, parce qu'il me semblerait qu'il y a saturation, il n'y a plus de terrain disponible. Alors, Monsieur le Président, on est effectivement à ce tournant avec cette nécessité de requalifier des bâtiments industriels déjà existants. J'ai un chiffre, 2,5 millions de mètres carrés de bâtis logistiques sur le territoire de la CAPI, et cette nécessité effectivement de sobriété en matière d'utilisation foncière. Alors cette sobriété existe sur la CAPI depuis longtemps, parce que bien avant que les lois ne sortent, on s'était intéressé à ce sujet. Et il y a de nombreux exemples sur le secteur où il y a des fusions de tènements et de bâtiments qui ont été écroulés pour en reconstruire d'autres plus performants, plus élevés, mieux agencés, en tout cas plus aux normes actuelles et aux besoins. Parce qu'une norme est une norme, mais le besoin est quand même là pour l'entreprise. Et la finalité de l'affaire, c'est quand même arriver à satisfaire les besoins de l'entreprise. Et donc, ce sujet, nous les empoignons. Nous avons quand même quelques difficultés compte tenu du contexte et des lois qui s'appliquent. Et nous travaillons malgré tout pour finalement 1 m² disponible quelque part puisse arriver à profiter à davantage d'entreprises. Et comment nous y prenons-nous? Peut-être en augmentant la hauteur, peut-être en associant les entreprises quand on peut le faire. Je suis allé visiter des entrepôts à Paris, où justement plusieurs grands groupes se sont associés sur le même bâtiment. Et on s'aperçoit qu'il y a des semi-remorques qui grimpent, je ne sais plus à quelle hauteur, 13 mètres ou je ne sais combien, c'est assez incroyable. Et plusieurs entreprises sont associées au même endroit. C'est le travail qui est mené à la CAPI, puisqu'effectivement, la raréfaction foncière avec les lois, parce que le sol, il n'est pas plus rare que ce qu'il était, la France n'a pas rétréci. Ce qui est difficile à l'heure actuelle, c'est qu'on nous empêche de nous développer. C'est pas la même conception. Vous évoquez les lois du ZAN, le zéro artificialisation nette des sols, qui contraint effectivement les collectivités en particulier. Mais pas que. Benjamin, des entreprises là encore, alors on a vu Martinet, on a vu les transports Charvin, on a vu Matissec, des entreprises dans des domaines d'activité très très différents, mais qui finalement toutes nous parlent d'innovation. Je pense que c'est un des moteurs, c'est nécessaire, cette innovation. C'est pour ça qu'on a créé une agence innovation avec également des personnes qui sont à la fois sur les start-up, scale-up, mais aussi des entreprises plus traditionnelles qui investissent dans le recherche et développement. Je voulais revenir sur 2 points. Sur la reprise que vous évoquez, on sent la Banque Centrale Européenne hier a baissé ses taux directeurs, et nous, on a fait un mauvais début d'année, c'est l'ensemble de la communauté bancaire. Et là, on sent depuis le mois d'avril quand même
que ça frémit avec une belle progression et des dossiers qui sont en train de se concrétiser. On est passé de l'attentisme là à l'action, donc ça c'est une bonne chose. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a atteint un point haut au niveau des taux et donc du coup nos dirigeants sont rassurés, mais donc en tout cas ça y est, ils investissent et notamment dans l'innovation. Eh ben, merci pour ce message d'optimisme. Jean, on a beaucoup parlé d'économie durant cette émission, c'est l'objectif d'Alpes Décideurs. Ce territoire de la Capie, cette communauté d'agglomération Portes de l'Isère, c'est aussi une qualité de vie plus générale. Alors il y a de l'emploi, on l'a bien compris, c'est pas uniquement ça. Non, ce n'est pas uniquement ça. La qualité de vie vient par là aussi la qualité des entreprises qui s'y sont installées. C'est-à-dire que quand il y a un territoire dynamique où on a un bon travail, ça attire du monde et c'est le point de départ. Ensuite, la collectivité, quelle a-t-elle comme travail? Elle a le travail de conserver les gens qui viennent ici sur son territoire en leur offrant des services aux populations qui soient les plus performants possibles. Donc on a des systèmes de garde crèche, par exemple, de petite enfance où il y a un travail qui est mené et nous avons, c'est le plus gros service de la Capitale, 250 assistantes maternelles. Ensuite, on a un service culturel qui est important avec des scènes de diffusion, un conservatoire à rayonnement départemental. On va l'inaugurer, le nouveau conservatoire, dans pas longtemps. Et donc, à ça se rajoute aussi un service, non pas de sport, mais de gestion de bâtiments comme les piscines. Donc, et puis, on a tout un service administratif. On a la chance d'avoir des services comme un bel hôpital, des services médicaux. On ne rentre pas dans la catégorie des déserts médicaux, même si par endroits on en observe. Eh bien ici, on a tout cela. Donc finalement, quand on offre tout ce panel de vie commode, en fait, de vie commode, c'est bien. Et puis ça ne suffit pas non plus parce que la vie commode se fait dans un cadre agréable. Et ce cadre agréable, nous l'avons. Alors on n'a aucun site mondialement remarqué. Pour autant, la campagne est douce et belle et il y a 330 km de pistes cyclables et de cheminements. De jolis villages, voilà, qui sont sans prétention, mais qui sont quand même très beaux. Et donc, ça permet de se promener, de profiter de la nature. On a un étang dans lequel tout le monde peut aller aussi, enfin, se promener. Je parle d'un étang pas éloigné, des étangs qui sont dans le cœur de la Capie, un à Villefontaine, un autre à Saint-Quentin-Falavier. Donc, ce sont des zones de promenade qui sont très proches et très accessibles, même pour ceux qui viendraient à pied. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, merci aussi pour cet accueil ici, merci Benjamin d'avoir été à mes côtés, merci à tous nos invités, merci aux équipes de la Capie pour leur accueil, pour ce Alpes Décideurs spécial consacré ici à ce territoire de Portes de l'Isère. Merci à l'équipe du Médian, merci aux équipes de Favorise pour la réalisation de cette émission et bien sûr merci à vous tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur télégrenoble.net. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.